Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça me fait très grand plaisir d'amorcer la journée aujourd'hui avec notre conférencier de ce matin, M. Pierre Gosselin, un médecin de formation qui est responsable scientifique du dossier de changement climatique à l'Institut de santé publique et qui est aussi coordonnateur du programme santé chez Ouranos. M. Gosselin. Alors, je vous présente les changements climatiques de mon point de vue, qui est celui de la santé publique. Quels sont les problèmes de santé les plus importants présentement? Nous avons, dans le fond, j'ai commencé, moi, en changement climatique il y a déjà 20 ans, invité par hasard à collaborer à l'évaluation canadienne qui a été publiée en 1997. Et puis, j'ai commencé à lire là-dessus, puisque le dossier m'était échu à ce moment. Et je m'y suis intéressé progressivement. À ce moment-là, c'était quelque chose qui allait arriver loin en avant, quand je serais très vieux. Maintenant que je suis rendu très vieux, bien, on est dedans. Alors, les mortalités et maladies lors d'extrêmes liés à la chaleur, c'est vraiment ce qui nous a frappé de plein fouet ces dernières années. Au Québec, il y avait eu 6 vagues de chaleur entre 1980 et 2010, puis il y en a eu 6 depuis 2010. Alors, une par année en moyenne qui touche une bonne partie du Québec. On parle de vagues de chaleur avec des températures extrêmes qu'on appelle, qui peuvent amener un excès de mortalité important. Alors, c'est en accélération importante à l'heure actuelle, combiné à des problèmes de pollution de l'air qui peuvent venir exacerber le risque, et bien sûr le problème des inondations. Mais les inondations, ça tue moins, et puis ça cause moins de problèmes de santé. L'autre problème important au Québec, et qui n'est pas uniquement au Québec, c'est pareil en Amérique du Nord, c'est pareil aussi dans plusieurs parties de l'Europe, c'est l'augmentation spectaculaire, sincèrement, des pollens allergisants, qui, eux, ne tuent pas, mais rendent pas mal malades, finalement, et on y reviendra un petit peu plus tard, mais le CO2 dope, finalement, les plantes comme l'herbe à poux, augmentent leur capacité à produire des spores de l'ordre de 40 %. La saison de croissance s'allonge au Québec déjà d'environ 11 à 12 jours présentement par rapport à il y a 30 ans. Alors vous voyez qu'on est en situation où il y a plus de pollen dans l'air et le pollen est plus allergisant et de plus en plus de monde vont être touchés étant donné l'expansion. Il y a certaines maladies infectieuses vectorielles qui sont apparues. On pense ici au Québec principalement à la maladie de Lyme et au virus du Nil occidental, mais d'autres sont prévisibles aussi. Et puis finalement, les cancers de la peau qui sont en augmentation marquée. Bon, évidemment, là-dedans, il y a un peu de bronzage artificiel, il y a un peu de voyage dans le sud artificiel qui augmente l'exposition, mais il y a aussi le fait que vu que ça se réchauffe, vu qu'il fait, on a davantage de temps passé à l'extérieur, c'est pas mauvais, mais ça a aussi un problème relié aux cancers de la peau qui sont en augmentation assez fulgurante aussi. Mais c'est encore relativement petit ici au Québec. Le fait est que ces problèmes sont relativement mineurs par rapport à l'ensemble des problèmes qui nous affectent. C'est pas ça qui est la priorité de santé publique numéro 1. Cependant, c'est en accélération très grande présentement et on a l'avantage d'être dans une société riche avec un bon système de santé, malgré tout ce qu'on en dit, par rapport à d'autres régions du monde. Ce qui est important pour nous pour s'adapter, donc pour se préparer, faire des choses concrètes pour essayer de prévenir, de diminuer le risque et les impacts, c'est vraiment c'est pas tout le monde qui est à risque dans la vie. Et il faut penser notamment, et c'est ce qu'on fait de façon régulière, qui est exposé le plus à la chaleur. Alors certains quartiers très denses en ville, où en plus on est très pauvre, c'est évidemment moins facile d'aller au chalet la fin de semaine dans cette situation-là, sur le bord d'un lac, ou de se payer la clim centrale. Il y a aussi certains comportements individuels, organisationnels à mieux suivre, à mieux comprendre. On voyait dans les journaux avant-hier que pas beaucoup de municipalités semblent avoir des plans d'urgence fonctionnels, particulièrement dans les petites municipalités. Ben, ça, c'est un comportement organisationnel qui fait que on n'est pas très préparé, quoi qu'il arrive, s'il y a une grosse urgence. On a fait une petite enquête, nous, dernièrement, auprès justement des responsables de mesures d'urgence dans les municipalités. Puis il y en avait encore aujourd'hui 20 % qui étaient abonnés à aucun système d'alerte.
Hein, tu ne reçois rien. Tu n'es pas au courant s'il y a une tempête qui s'en vient, s'il y a une catastrophe qui vient d'arriver. Tu l'apprends quand tu arrives dessus en te promenant en auto. Alors, il y a des choses comme ça qu'il faut commencer à suivre, à essayer de corriger un petit peu. Les comportements individuels de base pour se protéger contre la chaleur, des choses comme ça. Ce qui est important pour nous aussi, que nous réalisons de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de bénéfices à faire un aménagement urbain vert, de bénéfices pour la gestion de l'eau en ville, des bénéfices pour la santé publique, ça épure l'air, ça offre de l'ombre, ça offre de la fraîcheur, et ça incite les gens à faire de l'exercice aussi, que d'avoir des parcs, que d'avoir des sentiers, que d'avoir des pistes cyclables. C'est pas dans... Les gens les plus... typiquement, à l'échelle nord-américaine ou européenne, les gens les plus obèses, les gens les plus malades, c'est ceux qui restent dans les banlieues, parce qu'ils prennent leur auto pour aller travailler, et quand ils arrivent chez eux, l'auto reste là, et pour aller à l'épicerie, il faut que tu reprennes l'auto. Donc, finalement, tu fais le moins d'exercice quand tu restes en banlieue, même si tu vas là pour la nature ou avoir plus d'espace habituellement. Il faut, je pense aussi, pas oublier, moi, ça fait, vous voyez, ça fait déjà 20 ans que je suis dans ce dossier-là, il faut que je passe le flambeau déjà à une nouvelle génération de gestionnaires, de chercheurs dans le domaine qui connaissent à peu près rien ou pas beaucoup sur le sujet. On est déjà rendu à notre 3e version de notre site web sur le climat et la santé. Alors, il y a un effort majeur de transfert de connaissances, de diffusion qu'il ne faut pas oublier, qui est un devoir important et qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et on a aussi développé divers outils, divers projets en matière de maladies zoonotiques, de choses qu'on ne faisait pas avant, comme surveiller les tiques dans les bois et le niveau d'infection des tiques dans les bois. Il faut donc aller chercher les tiques avec différentes façons. Il faut surveiller les cas. Il faut que les médecins sachent c'est quoi un cas, les infirmières sachent c'est quoi un cas, comment on détecte. Il faut que nos labos soient prêts. Alors, il y a toute une organisation assez complexe à établir et à entretenir et continuer la formation, parce que ces infections-là se traitent pour le cas de la maladie de Lyme transmise par la tique, mais si on les détecte rapidement, ça se traite très bien. Mais si on les laisse aller, ça devient très complexe, ça coûte très cher au système. Suivant. Ailleurs, dans le monde, c'est très différent. Prochaine. En termes de niveau d'adaptation. Déjà, ici au Québec, vous voyez la petite tache bleue en haut, c'est vraiment on est pour l'hiver passé, janvier à août 2015, où est-ce qu'on était vraiment le dernier village gaulois où il faisait froid sur la planète. C'était des records de température partout, sauf la petite zone bleue en haut, qui est le Québec et le Labrador. Alors, pourquoi exactement? Il y a eu toutes sortes de mentions que le courant jet avait été rabattu par le réchauffement au niveau de l'Arctique, etc. Je n'en sais rien, mais tout ça pour dire que ici, il ne fait pas encore très chaud, il fait encore souvent froid, mais on est à peu près la seule zone sur la planète où c'est comme ça. On est peut-être un peu pas conscient que c'est en train d'arriver fort à l'échelle planétaire. Prochaine. Une autre chose dont on est à peu près pas conscient, je pense, quand on vit ici, c'est l'explosion démographique. À moins qu'on voyage beaucoup, là, c'est l'explosion démographique. Moi, quand j'étais petit, je restais alentour d'ici, puis j'allais à la pêche dans les ruisseaux. Hein, on s'entend. C'était pas construit tellement. À bicyclette. C'est pour vous donner une idée du caractère bucolique qu'avait Courville dans ce temps-là. On est passé, juste en 1960, je vous parle d'à peu près 1960, de 3 milliards, si vous voulez retaper à nouveau, s'il vous plaît. On est passé à un autre coup, 7,38 milliards. C'est en 50 ans, grosso modo. C'est difficile pour n'importe quel organisme de subir une crise de croissance comme ça. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est là pareil. Et les voyants sont au rouge partout. La plupart vivent en ville. Ici, on est déjà habitué à peu près à 85%. Sur le reste de la planète, on est rendu à 50% déjà. Ça se passe, cette augmentation, cette explosion démographique, un petit peu chez nous. On voit ici quand même que entre 1950 et maintenant,
Il y aura eu une petite augmentation en Amérique du Nord, un petit peu en Europe, et en Amérique latine, mais grosso modo, Afrique et Asie qui subissent le gros de cette explosion-là. La consommation énergétique mondiale, ben, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on promet, malgré tous les Kyoto et les ententes de Paris, c'est en montée fulgurante aussi, à cause justement de l'explosion démographique. Alors le problème, il n'est pas réglé, il ne va pas en s'améliorant. Et la portion renouvelable, elle est ici en bas. Vous voyez qu'elle croît beaucoup moins vite que le reste. La seule chose qui est un peu moins nocive, mais qui reste un combustible fossile, c'est le gaz naturel, quand il vient remplacer le charbon. Alors, vous voyez que le charbon est quand même en croissance importante. Qu'est-ce que ça fait comme impact sanitaire? On est maintenant en mesure, par rapport à il y a 20 ans, de le mesurer comme il faut, ici et dans plusieurs autres pays du monde. Les principaux effets, si vous voulez taper une autre fois, sont principalement reliés à la température, les maladies et les décès, en tapant une autre fois, les extrêmes, les autres extrêmes, à part les vagues de chaleur. Alors, tout ce qui s'appelle grosse tempête, grosse inondation, ouragan, etc., verglas, c'est vraiment les principaux problèmes viennent de là. Pas tellement du réchauffement moyen, mais vraiment des extrêmes. Ensuite, les conséquences de ça, vous comprendrez que quand il y a des grandes sécheresses ou des grandes inondations dans les zones comme le Midwest américain ou les prairies canadiennes ou en Australie, et quand ça arrive simultanément sur la planète à 3 ou 4 endroits, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète où on produit beaucoup de céréales. Hein, c'est la Russie, l'Europe de l'Ouest, l'Australie, le Canada, les États-Unis. Point barre, c'est fini après. Alors, quand il est arrivé en 2008, de mémoire, où est-ce qu'il y a eu de grandes inondations en Australie, avec une grande sécheresse aux États-Unis simultanément, on a eu quoi, concrètement, en dedans de quelques mois? Les émeutes de la faim un peu partout dans les pays importateurs de céréales. Alors, c'est ça aussi, le changement climatique, et combiné à l'explosion démographique, c'est cette fragilité de l'approvisionnement en nourriture, avec, évidemment, des problèmes d'eau dans plusieurs régions du monde, et finalement, des problèmes qui peuvent dégénérer ensuite en conflits armés, en migration de la campagne vers les villes. C'est ce qui s'est passé beaucoup au Moyen-Orient ces dernières années. Le conflit en Syrie a été précédé de 50 sécheresses, de 2 ans de migration des campagnes vers les villes, et ça donne ce que ça donne à un moment donné, comme on le voit. Prochaine. On n'est pas à l'abri des excès de décès. En 2010, lors d'une vague de chaleur de 5 jours, de 4 à 5 jours dans le sud du Québec, on a eu 33% de décès supplémentaires. Ça veut dire à peu près 330 personnes qui sont décédées, qui normalement ne seraient pas décédées. Principalement des personnes âgées, mais pas que. Il y a aussi des personnes plus jeunes, des personnes qui ont des problèmes de santé qui, normalement, dans un climat moins chaud, s'ils avaient été à la clim, ne seraient pas décédés. La plupart de ces gens-là décèdent à la maison. Ils n'ont pas le temps de se rendre. Alors, l'homéostasie, donc la capacité du corps de garder une température à peu près à 37 degrés, il n'y a pas beaucoup de jeu. Quand tu es à 36, il y a quelque chose qui cloche. Quand tu es à 38, tu fais de la fièvre. Et ça peut dégénérer très vite dès que tu montes à 39, 40. Les climats futurs, c'est important de visualiser un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement en termes de journées plus chaudes. Vous voyez en haut, c'est le climat de votre enfance, où est-ce qu'il y avait une semaine chaude à Montréal dans l'année, puis des fois une journée chaude dans l'été à Québec. Ça ressemblait à ça pour vrai. Ensuite, on est rendu à quelque chose qui ressemble à un peu par en bas, puis peut-être, si on peut cliquer, monsieur, un coup pour le grossir un petit peu, ça veut dire qu'on est rendu peut-être à 2 semaines chaudes, très chaudes à Montréal, à peu près une semaine dans la région de Québec par été, ça peut être en 2 fois 3 jours, des choses comme ça. Puis si on se projette vers 2050-2060, donc à peu près demain, en cliquant une autre fois, ça veut dire que le climat de Rimouski pourrait être rendu
quelque part sur la basse Côte-Nord. Un autre coup, le climat de Montréal de notre enfance pourrait être rendu au niveau de Rimouski, et le climat de Montréal, en cliquant un autre coup, celui de Pittsburgh. Ou même, en cliquant un autre coup, oui, c'est magique, on clique, Nashville, Tennessee. Vous voyez les implications importantes pour le type de musique qu'on va être obligé d'écouter. C'est quand même des changements climatiques et acoustiques. Suivant. Dans un quartier, à l'Institut, on a développé un indice il y a déjà une bonne vingtaine d'années sur la défavorisation matérielle et sociale. C'est des données ouvertes, c'est disponible. Plusieurs municipalités les utilisent déjà. Mais évidemment, c'est plus facile de les utiliser en ville parce que la densité est là, la densité populationnelle est là. Mais assez typiquement, un quartier favorisé, ça c'est le quartier où c'est l'Institut où je travaille, ici, qui est un semi-îlot de chaleur. C'est boisé et c'est pas très chaud parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de parcs. Et un quartier très défavorisé, ça c'est une zone de Québec, c'est un îlot de chaleur, il y a moins d'arbres, puis assez typiquement, il y a des autoroutes. Hein, je ne sais pas pourquoi les pauvres s'installent près des autoroutes, mais c'est comme ça. Ou l'inverse peut-être, on installe les autoroutes près des pauvres, en tout cas. Il y a quelque chose là-dedans. Si on regarde notre belle ville de Québec et ses îlots de chaleur et de fraîcheur, on a fait ces cartes-là qui sont dans données ouvertes et qui sont très populaires d'ailleurs. Il y a eu quelque chose comme 40 000 téléchargements. Et qu'on superpose, en cliquant un autre coup, les zones défavorisées, 5e quintile, ça vous donne à peu près ça. Et si on clique un autre coup, ça vous donne que 98% des classes défavorisées sont situées en îlot de chaleur urbain ou à moins de 50 mètres d'un îlot de chaleur urbain au Québec. Et ça, c'est Québec, mais les 9 autres grandes villes, c'est la même réponse. Alors, il y a là comme un parc immobilier désuet qui demande des réparations majeures, des gens qui ont une moins bonne espérance de vie parce qu'ils sont plus malades et qui, en plus, se tapent des îlots de chaleur, souvent dans des zones plus polluées parce que vous avez vu, les autoroutes passent là aussi. Alors, c'est une belle conjonction de risques simultanément. Suivant. On a fait une étude dont on a publié les articles et les rapports depuis 1 an et demi à peu près, en 2011, donc juste après l'année après la grande canicule de 2010, auprès de 3485 personnes dans les 9 principales villes du Québec. À ce moment-là, Terrebonne s'est rajouté après. On a questionné un petit peu diverses variables personnelles, comportementales, du quartier, du logement, etc. Et on a demandé, quand il fait très chaud et très humide, on n'a pas précisé une vague de chaleur, là, mais les gens l'avaient pas mal à l'idée, les impacts santé que vous ressentez. Ça, c'est une façon de faire qui est très courante dans les enquêtes, là, comme le recensement ou comme l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes, qui est une méthode très fiable de déterminer et très peu chère s'il y a des impacts pour la santé. Alors, ça donne, vous voyez, 46% du monde, quand il y a une vague de chaleur, sentent des problèmes de santé physique. Et il y en a 12% qui doivent aller voir leur médecin, leur infirmière ou leur pharmacien pour régler ce problème-là. C'est énorme comme coût. Juste une vague de chaleur cause des dizaines de millions de coûts au système de santé. Une vague. Et à chaque fois qu'il fait un peu chaud dans l'été, vous avez ce genre de problème-là qui survient. Problème de santé mentale aussi, je signale, c'est important. C'est très présent dans la population, les problèmes de santé mentale. Et à chaque degré qui monte, il y a plus de consultations aux urgences en santé mentale. On a fait l'étude au Québec, c'est décrit ailleurs aussi. Suivant. Il y a 6 indicateurs de risque principaux qui peuvent être intéressants, certains pour vous en milieu municipal. C'est l'insatisfaction de la chaleur dans l'appartement. Des logements mal isolés pour l'hiver comme pour l'été mènent à une insatisfaction. La pollution de l'air due au trafic dans le quartier. Parce que non seulement il y a la pollution, mais il y a aussi le fait que ce sont des îlots de chaleur en soi. Un boulevard, un parking, une autoroute. Ensuite, sont plutôt de type personnel, d'avoir 2 maladies chroniques et plus. On a fait un indice qui est disponible, où est-ce qu'on
on a fait pour tout le Québec par aire de diffusion, donc une cartographie, un peu comme l'indice de défavorisation, on a l'indice des maladies chroniques. De se sentir en mauvaise santé, ça c'est le meilleur prédicteur de la santé de quelqu'un, demander est-ce que vous vous sentez en très bonne, moyenne ou mauvaise santé. La mortalité à 1 an, c'est la meilleure façon de le prédire, c'est de poser cette simple question-là. Pas d'aller voir votre médecin, s'écouter soi-même. Quand on se sent pas bien, c'est un bon prédicteur d'avoir des problèmes lors de chaleur. Le stress, un niveau de stress élevé presque tous les jours, et d'être en congé de maladie, bon, on est déjà malade, on comprend bien. Suivant. Certaines pollutions, et l'Alberta me rend service pour ce faire, mais certaines pollutions viennent d'ailleurs. Il est prévu dans toutes les modélisations climatiques qu'il va y avoir plus de feux de forêt, y compris au Québec. Et ces feux de forêt-là voyagent par la stratosphère. Chicago-Montréal, c'est 36 heures. Chicago-Québec, c'est 48 heures par la stratosphère, ça va très vite. Et quand ça part comme ça, ici, vous voyez, c'est un feu de broussailles dans le Midwest. Et qui c'est qui est impacté le plus? C'est nous, le Québec, à cause de la topographie du continent. Et c'est 4 jours après. Vous voyez, 4 jours après les feux, ben, au Québec, on est pas mal exposé aux fumées, qui sont aussi nocives que la pollution automobile ou autre. Là. C'est pas de la fumée light, là, on s'entend. Suivante. Les inondations, si on peut recliquer un autre coup, juste pour vous dire, on clique un autre coup, s'il vous plaît, qu'il y a 90 000 ménages en zone inondable au Québec. Il y a des zones bénies au Québec, comme une certaine portion de la rivière Chaudière où il n'y a pas de zone inondable. Quand on regarde sur les cartes, c'est fantastique, même s'il y a des inondations tous les ans. Il y a peut-être une petite job à faire là-dessus aussi, les gars, les filles. Là. Non, ça c'est la Richelieu, ça. C'est la Richelieu. Non, je dis juste qu'on a installé sur nos propres systèmes géomatiques à l'Institut les zones inondables disponibles au Québec. Et puis on remarque certaines incongruités ici et là. Suivante. Maladie de Lyme, pour vous donner une idée de la progression, les cas indigènes, donc un cycle local de transmission, c'est ici. Les hivers plus doux fait que plus de tiques infectés survivent qui vont bouffer leurs chevreuils, qui transportent un petit peu. Donc, c'est comme ça que éventuellement les cas passent de importé à local. On continue. On vous parlera de ça plus en détail un petit peu plus tard aujourd'hui. La maladie de Lyme qui est présentement en Montérégie principalement, donc uniquement ici. Il est prévu dans quelques années, vers 2050, que ça déborde au nord de Québec déjà. Alors vous voyez que c'est quand même assez rapide comme progression. Suivante. On vous parlera de ça plus en détail. La cartographie qu'on a fait pour le niveau de risque au Québec. Suivante. Et l'importance économique. Là, on vous parle de tout ça, mais ce qui me frappe, moi, c'est que les décideurs sont encore peu sensibilisés à l'importance économique de tout ça. C'est normal. On vient de faire notre première étude l'an dernier chez Oranos là-dessus. Et on a choisi, parmi d'autres sujets, trois données de santé publique parce qu'on avait pas mal d'études de fait là-dessus. Suivante. On a choisi donc, allez-y, les effets de la chaleur excessive, les maladies infectieuses sensibles au climat, et on a choisi les allergies au pollen de l'herbe à poux. Suivante. On a calculé, donc, à partir de courbes qu'on avait fait, ça c'est une étude en 2005 sur la mortalité selon la chaleur moyenne au Québec. On n'est pas en chaleur maximale, on est en chaleur moyenne. Donc, quand il fait 25, là, c'est vraiment très chaud. C'est 20 la nuit, puis 30 le jour, ou plus. Là. Alors, vous voyez qu'il y a un optimum en chaleur moyenne qui est à peu près ici, là, de l'ordre de 15 degrés. Mais qu'après ça, ça commence à augmenter. Vers le froid, nos maisons sont bien isolées, on chauffe. Et si on enlève les épidémies d'influenza, c'est à peu près stable. Au Québec, il n'y a pas de gain à faire avec un hiver plus chaud, d'après nos études, nos calculs. Dans certains endroits au monde, ça existe. Mais cette courbe-là est assez typique. Que ce soit en milieu tropical ou subtropical ou tempéré, c'est une courbe comme ça, qui montre que même quand on vit au Niger et qu'il fait déjà 45, lorsqu'il fait 50, on meurt plus.
Et c'est pareil à Taïwan, c'est pareil partout. La différence, c'est un peu ici. Certains pays, ça remonte un petit peu quand il fait froid parce qu'ils ne chauffent pas, ils ne sont pas isolés souvent. Alors, on a pris ces courbes-là, on a pris les coûts pour le gouvernement de l'excès, de la différence qu'il va y avoir d'ici 2060. Alors, les coûts de base qui existent déjà, l'allergie au pollen qui existait déjà, on ne l'a pas calculé, on a calculé l'augmentation seulement. On a calculé les pertes de productivité, parce que quand il fait chaud, les notes des enfants baissent de 30% au mois de juin quand il fait chaud. Pareil en milieu de travail si vous n'êtes pas climatisé ou si vous êtes à l'extérieur. Suivant. Ça donne des coûts assez formidables. On regarde ça, on est en millions de dollars. Les coûts pour le gouvernement cumulés jusqu'en 2060, 372 millions. Puis en termes de coûts pour la société, 32 milliards. Donc on est à quelque chose que déjà, juste la chaleur, c'est 1 milliard par année que ça nous coûte déjà à l'heure actuelle. Les scénarios de changement climatique sont assez importants aussi. Si on laisse tout aller, là, ce qu'on fait présentement en passant, là, présentement il ne se passe rien. Les gaz à effet de serre augmentent de façon constante, ils ralentissent même pas. Mais on se retrouve avec des scénarios qui coûtent pas mal plus cher que si on essaie de modérer, surtout à partir de 2050. C'est là qu'est l'époque charnière. Suivant. Maladie zoonotique, mais là, c'est entièrement attribuable au changement climatique parce que ça n'existait pas avant. Suivant. Ça nous donne quoi pour maladie de Lyme? On a vu la courbe tout à l'heure, donc surtout le sud, mais quand même une zone assez infectée pour l'ensemble du Québec, assez propice à ça. Suivante. Et là, on est des coûts pour la société de l'ordre de 744 millions que nous n'avions pas à subir quand l'hiver venait désinfecter le tout. L'évolution du virus du Nil prévisible. Il y a des endroits où ça baisse parce qu'il va faire trop sec, mais des endroits où est-ce qu'il va y avoir assez d'eau et plus de chaleur, dont le Québec, vont être plus propices à ce que l'infection devienne épidémique de façon plus récurrente. Suivant. Les coûts encore là, quand même assez importants. Année potentielle de vie perdue pour les gens qui meurent alors qu'ils ne devraient pas. D'autres coûts pour la société, pour le gouvernement. Donc, on est encore là c'est moins élevé, c'est sûr, parce qu'on est, faut pas oublier que c'est sur à peu près 50 ans, ces coûts-là, mais 1 milliard sur 50 ans, grosso modo. L'herbe à poux, c'est le territoire qui va augmenter de 75 à 95% de la population va être touchée. Donc, on a une augmentation surtout basée là-dessus. Et en soi, ça nous coûte déjà de l'ordre de 250 millions de dollars par année en productivité perdue, médicaments, consultations. Et on prévoit que ça va monter jusqu'à 3,4 milliards. Alors, c'est quand même énorme. Et c'est des taux d'actualisation là, qui sont recommandés par le Conseil du Trésor à 4 %. Mais certains peuvent les changer. On a fait des hypothèses de sensibilité. Bref, c'est une étude économique comme d'autres, mais c'est pour donner un ordre de grandeur, je pense, qui est important. Ça coûte déjà très cher, c'est le message. Et si les municipalités avaient à payer ces coûts-là, ils seraient, je pense, plus sensibles. En tout cas, les villes comme Toronto ou comme New York, qui sont aussi gestionnaires de leurs services de santé, ils voient l'intérêt maintenant, et depuis une dizaine d'années, d'imposer les toits verts, de planter des arbres en ville, de faire des sentiers pour que les gens marchent. Alors, je pense qu'il y a un changement d'attitude, un changement de mode de pensée à faire. Suivante, s'il vous plaît. Donc, en résumé, ce qu'on peut retenir, la chaleur va être importante, la qualité de l'air, dont les pollens, sont un autre sujet important. Bien se préparer pour les inondations, les zoonoses aussi. Cancer de la peau, on ne sait pas trop parce que les climatologues nous disent, les nuages, on ne sait pas trop ce qui va arriver aux nuages à l'avenir. C'est sûr qu'il y a des nuages, il y a moins de soleil, il y a moins de cancer, donc peut-être cancer de la peau. Et des problèmes indirects qui peuvent être majeurs sur l'alimentation. Ici, c'est surtout les coûts de l'alimentation parce que nous importons beaucoup, mais dans certains endroits, c'est ce qui n'a pas poussé, tu ne l'as pas mangé, puis tu meurs direct. Ce qui amène des migrations. On n'est pas à l'abri des migrations. Il y en a moins en Amérique du Nord parce qu'on est entouré d'océans tout le tour. Mais il reste que il y a déjà des migrations en cours, que ce soit des Caraïbes après des ouragans ou de certains pays d'Amérique centrale, puis
ça se rend jusqu'ici. Donc, c'est un phénomène qui existe un peu partout à travers le monde, qui existe depuis des millénaires. Les gens migrent quand ils ne peuvent plus vivre là où ils sont, quand ils ne peuvent plus manger. Alors, il faut penser à ça aussi. Nous, pour s'adapter, ce qu'on fait, c'est diverses choses. Prochaine, on a développé le système qu'on appelle Suprême pour surveillance et prévention des impacts sanitaires des événements météorologiques extrêmes. Il était opérationnel 1 mois avant la canicule de juillet 2010. On était chanceux. On mesure depuis, dans le fond, tout ce qui se passe. On a rajouté en 2011-2012 tous les autres extrêmes, à part chaleur, donc froid, inondation, incendie de forêt, smog, tempête. Qu'est-ce que ça fait? Ça envoie des avertissements. On est donc automatisé. On va consulter les alertes à tous les 15 secondes. Et on les refile à nos régions sanitaires et au ministère de la Santé. On a fait avec Environnement Canada certaines alertes spécifiques pour nous aussi, qu'on calcule. On a aussi un portail de données santé et de données météorologiques en temps réel ou quasi réel qui est disponible aux régions. Et on a un géoportail qui est basé beaucoup sur les données de la CRI-Géo et puis on consulte par des web services les données là où elles sont disponibles dans le système suivant. Ça donne ça donne dans le fond, on a en temps réel les cartes d'avertissement qui sont émises pour tout. On a suivante. On a aussi des données de santé. Alors, en cliquant tout simplement, on peut faire apparaître ici en bas les 2 dernières semaines, mais on a l'historique aussi pour décès, hospitalisation, visite à l'urgence, appel pour ambulance et les appels à Info Santé, le 811. On a des codes pour le 3 types d'appels pour chaleur. Il y en a 3-4 pour le froid, inondation, etc. Et on les met avec la température min et la température max. Et on est capable de suivre en temps réel ou quasi réel ce qui se passe. L'indice de la qualité de l'air est là. On a rajouté AirNow aussi, l'estimation de la qualité de l'air à partir des données satellitaires que la NOAA fait. Alors, on a maintenant ça qui est basé sur des stations et aussi AirNow qui donne un estimé en temps quasi réel aussi de l'ozone et des matières particulières en mouvement. Les indicateurs que nous avons dans ce petit outil-là, qu'on a développé pour vraiment pas cher, que du logiciel open source, ça nous a pris 1 an à faire, ça roule bien, 150 000 $, pas de permission demandée à personne. Et puis, on a installé toutes les données disponibles en termes d'exposition, en rouge, en termes de populationnel, densité de population, c'est important. Les indices qu'on a développés de maladies chroniques, défavorisation, l'âge. Les immigrants récents, dans certains endroits, c'est important parce qu'ils ne parlent pas nécessairement bien les langues officielles et donc il faut penser peut-être à adapter certains messages. On a des taux de climatisation à partir des données d'Hydro-Québec qu'on a obtenues. On a toutes les données de piscines, d'espaces verts, de qualité de logement à partir du recensement, toutes les institutions publiques, leurs adresses, etc. Les décès, comme je vous ai montré, les étapes du plan d'urgence et d'autres infos géographiques qui s'ajoutent de temps en temps. Suivante. Donc, on peut faire du web mapping comme ça, en superposant différentes couches, mais aussi on a un outil de vulnérabilité où est-ce qu'on peut demander pour une région donnée ou pour tout le Québec qui est dans l'indice de défavorisation numéro 5, disons, avec les personnes âgées, une proportion de personnes âgées plus importante dans l'aire de diffusion et dans un îlot de chaleur, et ça nous donne des endroits plus spécifiques au Québec ou dans une région sanitaire où cibler certaines interventions d'urgence, possible, ou encore des interventions de prévention. Si on veut verdir une ville, on peut commencer par les endroits les plus à risque aussi. Suivant. Au niveau prévention, on a des projets de verdissement urbain qu'on a encouragés. On avait comme critère d'être situé dans un îlot de chaleur et dans une zone défavorisée. Suivante. Et ça transforme des ruelles comme celle-là en un endroit plus agréable où on peut marcher. Ça, c'est juste 1 an après. Vous voyez, les arbres sont plantés, les enfants jouent, et c'est déjà plus agréable que ce que c'était auparavant. Suivante. Allez-y. Oui. Les cours d'école, on fait beaucoup de cours d'école qui sont beaucoup asphaltés. Alors,
un bon geste civique dans la vie, c'est enlever de l'asphalte. Déjà, c'est efficace. Ne rien faire de plus est efficace. Allez-y. Dans les HLM, on a travaillé beaucoup, puis les cours de HLM qu'on transforme, là, les gens nous disent, et on fait un peu d'agriculture urbaine là-dedans aussi pour faire des activités, des gazebos, on fait pas que planter. Les gens nous disent, ça change la vie, vraiment, c'est impressionnant, c'est agréable. Il y a beaucoup de participation publique qu'on encourage. Notre site web, comme je vous disais, on est rendu à une 3e version qui vient d'être finalisée, mise à jour. Le site le plus complet au monde en matière de santé et de changement climatique. Next. On fait aussi de la recherche. On a développé une méthode d'analyse satellitaire pour localiser l'herbe à poux avec un collègue, Roland Gomme. Et on va faire on a soumis un nouveau projet chez Oranos pour en faire une meilleure version. Dans la région montréalaise, on a 80% de prédiction du risque de présence avec 1000 points de comparaison. Dans la région de Québec, c'est le ministère de Québec, on est à 70%. On va essayer d'améliorer ça dans notre prochain exercice suivant. Ça donne des cartes comme ça. Vous avez Granby ici, les zones à Granby où la probabilité de présence d'herbe à poux est plus grande. Vous voyez que quand il y a des parcs, il n'y a pas d'herbe à poux. Quand il y a une bonne compétition, il n'y a pas d'herbe à poux, ou à peu près. Normes de parking. Alors, si vous avez des parkings, vous pouvez les faire mieux. Les faire mieux, ça veut dire des places plus petites, des endroits pour ramasser l'eau, pour qu'elle puisse ensuite évaporer la chaleur. Vous pouvez planter des arbres. On fait des bilans. Chez Oranos, on en a fait quand même 3 à l'heure actuelle. On est la seule province qui fait ça au Canada. Suivante. Les solutions, moi je dis, il faut arrêter de penser technologie, innovation là-dedans. Toutes les solutions pour régler les problèmes de changement climatique existent depuis 2 siècles ou plus. Le train, la bicyclette, début du 19e siècle, le tramway aussi. Les impôts et les taxes, 2400 ans que c'est inventé. Ça marche? Planter en ville, 8000 ans que ça existe, d'après les fouilles archéologiques. L'aménagement urbain pré-1945, ça fait à peu près 10 000 ans que ça existe. Le bateau, le transport par bateau, la marche à pied, c'est pas mal aussi, c'est censé caractériser l'espèce humaine. 2 millions d'années de pratique, c'est très efficace pour lutter contre les changements climatiques. Et utiliser le soleil, c'est pas mal aussi. Les taxes, il y en a qui disent que quand on augmente les taxes, c'est pas bon pour l'économie. En 1990, Bush père augmente l'impôt, que Clinton en rajoute, puis la croissance de l'économie, magnifique. Quand on commence à faire ici, évidemment, il y a la bulle techno, là, mais quand on commence à faire des coupures de taxes, qu'est-ce qui arrive avec M. Bush, fils? L'économie s'effondre. Alors, il y a beaucoup de niaiseries qui se disent dans l'économie. Nous, on veut développer un média web pour lutter contre les changements climatiques, montrer les choses positives qui se font sur le terrain. On est en train de monter ça. Saviez-vous qu'il y avait eu 3000 projets financés dans le plan d'action changement climatique entre 2007 et 2013? Moi qui suis là-dedans, je ne le savais pas. Je pense que personne ne le sait. On a lancé une communauté de pratique francophone internationale pour donner un coup de main à nos copains en Europe ou en Afrique et inversement. Ça s'appelle Comme Climat. On est aussi en train d'élaborer un cours, un MOOC, un Massive Online Open Course, qui, grosso modo, sera spécialisé en adaptation santé avec plusieurs partenaires internationaux. Un atlas, vous entendrez parler de ça cet après-midi, destiné aux municipalités qu'on a financé avec des gens de l'Université Laval. Un observatoire, toujours à l'Université Laval, qui est en cours, qui va commencer à publier bientôt, qui surveille les comportements individuels, les sondages, et principalement chaleur et inondation pour commencer, mais aussi organisationnels. On finance toujours des projets de verdissement. Ici, c'est un projet à long terme, dont on a financé les 2 premières années, mais qui vise à Montréal, vous voyez la zone de l'île de Montréal, ici à peu près, de verdir au maximum cet endroit-là. On a des études qui visent à évaluer aussi l'efficacité de ça. Bon, les pipelines. Il faut parler des pipelines parce que si on veut diminuer les gaz à effet de serre, il
faut peut-être en brûler moins. Si on veut en brûler moins, il faut qu'on en transporte moins. Si on en transporte moins, il faut moins de pipelines. Mais là, on veut faire plus de pipelines, dont un ici, dans une zone où il n'y en a pas. Ça, c'est les pipelines à l'échelle nord-américaine, les principaux, suivants. Ça, c'est les pipelines locaux, hein, ça, on en a un petit peu chez nous. C'est quand même majeur, hein? C'est une grosse infrastructure, énorme. On lutte contre des géants quand on veut, finalement, essayer de proposer une renaissance climatique et sociale. Merci beaucoup. On a fait l'exercice dans notre système suprême d'aller chercher toutes les données disponibles qui mentionnent contraintes d'inondation dans SIGA. On les a mis en ligne. Et on a fait ça aussi avec les zones inondables officielles. Quand on regarde sur une carte, je m'amuse à montrer ça aux gens quand ils viennent chez nous, la rivière Chaudière est inondable à peu près du début à la fin, sauf une zone au centre qui ne l'est pas, officiellement. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Puis, quand tu regardes ça, à chaque année, cette zone-là, il y a une inondation à la radio, à la télé. Alors, il y a un problème de données. Hein. Je compare aussi deux MRC qui sont côte à côte, qui sont Bellechasse et Haute-Binière, et je regarde les zones de contrainte. C'est une zone que je connais bien. Là, et puis tu regardes, il y a une des MRC, il y a plein de zones de contrainte, puis l'autre, il n'y en a pas pantoute. Pourtant, c'est le même territoire à peu près. Là. On ne voit pas la différence quand on passe de l'une à l'autre, de côté, en suivant dans le sens du fleuve. Là. Alors, il y a comme des problèmes, je pense, je suis au courant là, des problèmes politiques qu'il y a eu, puis des non-transmissions de données de municipalités au central, tout ça, mais je trouve ça aberrant. C'est comme si j'avais un hôpital, moi, dans mon réseau, qui disait « Je refuse de transmettre mes données au ministère de la Santé ». Réveillez-vous, là, pourquoi les données, on est en 2016, comme dirait Justin Trudeau, s'il y a quelque chose qui cloche, là, pas transmettre ces données au central pour avoir un portrait au Québec, des risques, c'est faible. Moi, je trouve ça faible. Je le dis à chaque fois que je peux. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, mais c'est peut-être parce que ça n'a pas rapport. Alors, je veux juste valider. C'est les algues bleues dans les lacs. Est-ce qu'il y a une relation entre les changements climatiques et l'accroissement de l'apparition d'algues bleues ou c'est non corrélé? On s'est posé la même question vers 2008. On a fait une couple d'études là-dessus. La relation, elle est présente mais faible. C'est pas dominant. Il semble plutôt que ce soit la quantité de fertilisants, de phosphore disponible et les changements brusques, hein, comme nous on a eu. Ce qui nous a convaincus que c'était pas trop climatique, c'est qu'à Saint-Aimé-des-Lacs, à un moment donné, on a eu une éclosion de cyanobactéries fin septembre. Il y avait eu de grosses pluies importantes qui avaient changé la thermocline et rendu disponible subitement beaucoup de nourriture et ça fait une éclosion. Mais c'est sûr que en Angleterre, par exemple, ils ont fait une relation un peu plus solide, là, mais l'explication est pas plus, il semble pas plus que de l'ordre de 40% dans les cas les plus patents. Souvent, c'est moins que ça, là, la proportion climatique dans l'explication. Il y a beaucoup d'études de fait là-dessus qui montrent que la bonne volonté ne suffit jamais. Il faut rendre obligatoire les choses et avoir une pression populaire importante. Alors, il y a maintenant 6 arrondissements de Montréal où est-ce que c'est obligatoire de changer son toit noir, goudronné, pour un toit blanc, ou en tout cas plus pâle. Là. Et on voit déjà sur les cartes satellitaires les plus récentes le changement que ça fait. Et ça coûte à peu près pas plus cher. Il ne faut pas oublier que l'inertie, là, c'est une denrée très abondante dans la société. Hein. C'est ça, puis l'imbécilité. Là. Les deux sont très abondants. Alors, au total, rendre obligatoire les choses, puis rendre les données publiques pour que les citoyens militants puissent pousser sur leurs dirigeants, je pense que c'est la clé du succès. On a besoin de changer à peu près 40% de la surface d'une ville pour diminuer la température moyenne de 1,5 degré, ce qui est suffisant pour enlever la surmortalité lors de vagues de chaleur. Alors, 40% d'actions sur les toits, les parkings, le long des rues pour planter. Alors, c'est un ensemble d'actions de ce type-là qui va rendre efficace. Et laisser de la place entre le début de la maison et le trottoir pour pouvoir planter est important aussi. À Québec, il y a des endroits, là, c'est rendu fou,
il n'y a plus de place, là. Il n'y aura plus d'arbres dans certaines rues bientôt, là. Montréal avait fait la même erreur, ils ont changé leur règlement. Québec, il a pris le vieux règlement de Montréal, puis il l'a pas encore changé. Bref, avoir de l'ombre quand on marche à la rue, c'est quand même important, hein. C'est ça qui rend la marche plaisante. Sinon, ben, tu t'en vas dans ton auto climatisé.